Merci, bienvenue Stéphane Bouillon. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et peut-être pour commencer, est-ce que vous êtes confortable? On a encore le choix de changer de... Ça va, c'est bien. Ça vous va? Bon, merci très beaucoup. bien. Le secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale, m'a-t-on dit, c'est un peu le chef d'orchestre de la sécurité nationale française. Ça vous va comme... C'est un peu le bouclier par rapport le bouclier, c'est un peu le bouclier par rapport à toute une série d'administrations qui sont plus dans l'offensif. On est bouclier à la fois parce qu'on prépare la planification de sécurité, la capacité à réagir aux crises. On est bouclier parce qu'on définit tout ce qui est secret de la défense nationale, habilitation, et Dieu sait qu'on vous embête beaucoup souvent sur ces sujets. On est aussi bouclier parce qu'on a l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques. Et donc, eux sont, si je puis dire, les pompiers du cyber. On a aussi Viginium qui s'occupe maintenant des luttes contre les ingérences numériques étrangères, c'est-à-dire la manipulation de l'information. Et vos entreprises sont aussi assez souvent attaquées sur ce sujet, soit pour des raisons géostratégiques, soit pour de simples raisons commerciales. Et puis enfin, on assure, si je puis dire, le secrétariat des conseils de défense. Et donc, nous travaillons à la fois en tant que service du Premier ministre pour le président de la République et le Premier ministre. Et c'est dire que depuis quelques mois, je trouve un suc spécifique à cette définition et à cette organisation du travail. Et plus précisément, alors pour les entreprises, comment est-ce que vous les accompagnez ou est-ce que vous prévenez les risques des entreprises? Est-ce que c'est un sujet qui vous... ou est-ce que ça fait partie des risques en général? Ou est-ce qu'il y a vraiment un sujet pour les entreprises? Pour nous, c'est un sujet majeur parce que la défense des intérêts fondamentaux de la nation, qui est la raison d'être du SGDSN, ça comporte l'économie. Donc ça comporte bien sûr les opérateurs d'importance vitale qui donc concourent au maintien des services publics sur l'ensemble du territoire, mais c'est aussi toute une série d'autres entreprises qui peuvent être parfois des sous-traitants des premières ou qui tout simplement peuvent avoir pour l'équilibre du territoire sur lequel elles sont installées, une ampleur tout à fait importante. Donc nous travaillons beaucoup pour et avec les entreprises, avec la direction générale des entreprises, avec la direction générale de l'armement pour ce qui concerne les entreprises qui sont dans le secteur militaire, et puis avec l'ensemble des acteurs de la vie économique de ce pays pour faire en sorte que justement nous puissions prendre en compte les enjeux, les éléments. On a récupéré par exemple un dossier que Cédric connaît bien, le Conseil de politique nucléaire. Nous l'avons récupéré, pas seulement parce que c'est le pendant du Conseil des armements nucléaires, mais aussi, et j'allais presque dire surtout, parce qu'il y a une politique industrielle à mettre en œuvre dans ce domaine qui va non seulement concerner EDF, Orano, Framatome, etc., mais toutes les entreprises qui sont derrière et toutes les entreprises qui sont leurs clients. Et donc dans ce domaine-là, nous avons aussi intérêt à agir. On a aussi créé un bureau des affaires spatiales parce qu'on s'est rendu compte, et donc on a beaucoup travaillé sur Iris 2 qui a été signé aujourd'hui, parce qu'on s'est rendu compte aussi que dans ce genre de situation, il y a des éléments qui sont à prendre en compte. Et puis dernier exemple que je pourrais vous donner, vous avez vu qu'Alcatel Submarine Network, qui produisait des câbles sous-marins, a été racheté par l'État, et donc la vente va se conclure dans les prochaines semaines. Eh bien le SGDSN a été à la manœuvre avec les syndicats, avec les dirigeants de Nokia, avec l'APE, pour convaincre tout le monde que nous avions vraiment besoin de récupérer cette structure et de la mettre au sein de l'État, parce que pour poser et entretenir des câbles sous-marins, il y a aujourd'hui 3 entreprises sur la planète, une aux États-Unis, une en Chine et la nôtre. Donc justement, j'allais vous demander quels étaient vos leviers d'action. Vous identifiez un risque et ensuite, quelle est la palette des outils que vous avez à votre disposition pour faire en sorte que ces risques soient moins intenses? Alors, si vous voulez, il y en a plein dans différentes structures. D'abord, si je puis dire, il y a les attaques cyber dont vous pouvez faire l'objet, et donc nous arrivons avec notre camion de pompiers pour remédier à l'attaque, c'est le terme consacré, et aider l'entreprise avec ses fournisseurs, évidemment, en matière d'informatique, à faire face et à reconstruire son système. Et ça, nous le faisons pour les très grandes entreprises, et plusieurs d'entre elles, ces derniers temps, ont connu ce type d'attaque. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous sommes aussi attentifs aux attaques qui peuvent intervenir en matière de manipulation de l'information,
parce que vos entreprises sont installées, par exemple en Afrique, ou tout simplement parce qu'elles ont contribué aux Jeux Olympiques. Et comme il s'agissait pour nos adversaires de dire que nous étions des gros nuls et que nous serions incapables d'assurer le bon fonctionnement des Jeux Olympiques, toute l'idée était aussi de pouvoir taper sur telle ou telle entreprise pour dire, vous voyez bien, ils ne savent pas faire et donc ils sont plantés. Troisième élément, ce qui nous intéresse aussi, c'est de vérifier qu'il n'y a pas, comment dirais-je, d'espionnage, d'exploitation, de pompage de la matière grise d'une entreprise, qu'on appelle les têtes blanches. Vous avez des gens qui vont se faire proposer, y compris à la retraite, de partir travailler dans un pays lointain qui va bien les payer et dans lequel... On en a parlé ce matin, c'est vraiment un sujet. Non mais c'est bien, ça veut dire que c'est vraiment un sujet. Je ne reviens pas puisque vous l'avez traité, mais pour nous c'est effectivement un vrai sujet de crainte. Et je voyais tout à l'heure un représentant du ministère de l'Enseignement et de la Recherche. Nous nous battons pour mettre en œuvre des ZRR dans les laboratoires, c'est-à-dire faire en sorte que nos laboratoires scientifiques ne soient pas des rôtisseries de la RNPDoc, mais qu'on puisse vérifier qui y rentre, qui y travaille et à quoi ça correspond. Et c'est un travail encore de très 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 longue haleine. Au nom de l'universalité de la science, il y a parfois des éléments d'une naïveté et parfois pas tout à fait naïfs non plus, sur lesquels nous sommes amenés à intervenir. Parce que tout simplement, comme nous subventionnons ces laboratoires, l'argent du contribuable français, il est destiné à subventionner la recherche française et pas la recherche chinoise, iranienne ou autre. Ce n'est pas les candidats qui manquent dans ce domaine. Parlons des normes, si vous le voulez bien. Oui. Alors, des normes qui protègent et des normes parfois qui entravent également. Alors, souvent, voilà, elles sont perçues comme des freins à la croissance. Est-ce qu'il y aurait des bonnes et des moins bonnes normes, selon vous ? Il y a des bonnes normes. Et si je puis dire, les normes sont d'abord bonnes parce que, j'allais dire, elles fixent des bornes. Mais elles sont bonnes parce qu'elles vont permettre effectivement à une entreprise de savoir à quel niveau et avec quelle qualité elle doit produire et pour quel type d'action et de bénéfices. Donc là, effectivement, c'est un point important. Deuxièmement, elle protège le consommateur et les clients. Et donc, c'est aussi une manière de faire en sorte que le client, lorsqu'il va acheter son produit, sache qu'il est assuré d'avoir un produit de qualité. J'allais dire que du coup, c'est aussi une protection assez importante pour nous avec notre droit latin, parce que sinon nous basculerions dans le droit américain, où il n'y a pas de normes, mais où au moindre inconvénient sur le fonctionnement d'un objet, d'un produit... C'est un procès. Hein. C'est un procès, et le procès va coûter beaucoup plus cher, d'abord en frais d'avocat, et ensuite en condamnation, que le simple fait d'avoir travaillé ou de s'être acclimaté et soumis à la mise en place d'un certain nombre de normes. Donc tout ça, effectivement, ça joue, y compris la facilitation des échanges internationaux. Et puis évidemment, vous avez les mauvaises normes. Et là, je dois reconnaître qu'il y en a parfois un peu plus. D'abord, sur le plan économique, vous pouvez reprendre les mauvaises normes en jouant sur la mondialisation et en considérant que n'importe quel pays peut venir vendre en Europe n'importe quoi sans droit de douane et sans taxe, puisque c'est l'OMC et c'est le commerce, la mondialisation heureuse, comme on disait encore il y a quelques mois. Et là, je ne vais pas revenir sur ce que Jean-Yves Le Drian a évoqué tout à l'heure. Il n'en demeure pas moins que là, ce sont de mauvaises normes. Et donc, on est obligé à un moment de remettre des droits de douane ou de refixer un certain nombre d'éléments. Deuxième mauvaise norme, ce sont les normes dites extraterritoriales. Lorsque les Américains nous imposent les normes EAR pour les matériels de guerre, ITAR pour les matériels de guerre et EAR pour les biens à double usage, ça veut dire qu'ils sont capables de contrôler ce que nous faisons au motif qu'il y a une pièce américaine dans le dispositif ou un élément de logiciel. Là, on se retrouve, et les Chinois sont en train de copier mot à mot, là, on se retrouve dans un système où les normes qui nous sont imposées de l'extérieur posent de réelles difficultés. Et puis, les troisièmes types de normes, je dirais, ce ne sont pas celles qui protègent l'entreprise, mais celles qui protègent le fonctionnaire, qui est chargé de les faire appliquer. Et ça, c'est sans doute un des plus gros inconvénients qu'on puisse avoir, un des plus gros obstacles. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que le consommateur ou l'entreprise soit protégé, c'est surtout que le fonctionnaire qui est chargé de contrôler puisse être en parfaite sécurité lorsqu'il sanctionne ou lorsqu'il décide de ne pas sanctionner. Vous avez un exemple? J'ai un exemple qui m'avait frappé pendant la crise du Covid. Vous vous souvenez tous qu'il y avait les masques. Et donc, les masques étaient réputés être obsolètes parce que ça faisait 5 ans qu'ils étaient dans les stocks. Et donc, il y a eu une décision du ministère de la Santé à l'époque qui a dit, puisque ces masques sont obsolètes, on n'a pas le droit de les utiliser.
Or, les masques n'étaient pas obsolètes, c'est l'élastique, et effectivement, un élastique, au bout de 5 ans, ça peut péter. Conclusion, on arrivait à un système où on demandait aux gens de se promener dans la rue sans masque, mais juste pour qu'un fonctionnaire ne puisse pas se faire reprocher un moment d'avoir permis à ce type de masque d'être dans la rue, l'élastique ayant sauté, il aurait pu se faire poursuivre pour ne pas avoir respecté les diligences nécessaires. Et ça, c'est typiquement le genre de fonctionnement et de problème que l'on a dans la santé. On l'a tous vécu, donc ça pose pas de... on le sent bien, mais dans beaucoup de secteurs, ça revient à peu près à ça. Ok, donc des bonnes et des mauvaises normes. Est-ce qu'une norme purement française aujourd'hui dans les équilibres géopolitiques a encore du sens? Alors, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend quand il s'agit de vendre à la France et de s'adapter à un système qui est typiquement français. Par exemple, on va bientôt mettre en œuvre la directive Nice 2, et la directive Nice 2 concerne les collectivités territoriales, enfin peut concerner les collectivités territoriales. Évidemment, avec nos 35 000 communes, ce n'est pas du tout la même chose qu'avec les 40 communes du Pays-Bas ou quelques centaines en Allemagne ou en Pologne. Donc là, il faut évidemment qu'on puisse avoir un système de normes qui soit adapté à notre dispositif. Après, quand on est confronté à des mastodontes du style Amazon, du style, enfin les GAFAM, quoi, à un moment ou à un autre, on se rend compte que le marché, pour que les normes y soient appliquées, il vaut quand même mieux qu'il soit au niveau européen avec 420 millions d'Européens, ou 430, qu'avec nos 67 millions de braves petits Français. Donc, à un moment ou à un autre, il faut pouvoir arriver à travailler au niveau européen. Mais on peut aussi, de temps en temps, faire en sorte que l'Europe accepte et prenne des normes françaises. Ça peut paraître étonnant, mais il nous arrive d'avoir de la force de conviction pour faire passer les choses. Donc la directive Nice 2, c'est une directive qui avait été proposée et travaillée par Nancy pendant la présidence française et qui donc a inspiré l'ensemble des éléments européens. Et la directive résilience des entités critiques, c'est le dispositif des opérateurs d'importance vitale français que nous avons adapté au niveau européen et sur lequel donc nous avons fait travailler tout le monde. Donc de temps en temps, on peut y arriver. Et en fait, la bonne norme, j'allais dire, c'est celle sur laquelle on a de l'influence. Et donc celle sur laquelle on peut être capable à un moment ou un autre de prendre en compte les bonnes choses. Le deuxième élément important, c'est qu'il faut qu'elle soit proportionnelle à l'objectif recherché. Mais j'y reviendrai. Mais donc quand on travaille à Bruxelles avec ISO ou avec ETSI pour toute une série de normes, et j'anticipe sur la suite, mais on consulte les entreprises. Donc toutes les entreprises sont présentes. Sauf que toutes les entreprises chinoises ou étrangères qui ont des filiales en Europe participent à ces travaux. Et donc nous nous trouvons dans une situation où en fait la norme va représenter les intérêts de la maison mère de l'entreprise plutôt que de représenter la nôtre. Et donc, on essaie de convaincre Bruxelles sur ce sujet-là de bien tenir compte du fait que sur un certain nombre de points, les entreprises doivent être européennes et les autres, on les écoute, mais elles ne peuvent pas avoir la même influence. Oui, on pourra revenir sur les coulisses de cette formation des normes éventuellement à Bruxelles. Sur REC que vous avez évoqué et Nice 2, est-ce que vous pensez que, voilà, en termes de calendrier, où en est-on précisément? Et est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un bon équilibre? Parce que c'est vraiment l'actualité là pour tous ceux qui sont dans la salle. Alors, normalement, elle doit être présentée au Sénat par le gouvernement, j'allais dire le prochain gouvernement. Imminent. Imminent. Enfin, j'aime à le croire. Qui donc devra en tout cas au mois de janvier soutenir ce texte devant le Sénat puis devant l'Assemblée nationale. On a essayé de faire beaucoup de concertations pour préparer ce texte de loi et au premier chef évidemment avec vous pour regarder comment les choses pouvaient avancer, pour essayer de faire une transposition sans surtransposition et pour tenir compte aussi des enjeux que tel ou tel élément, que ce soit en matière de cybersécurité ou en matière d'opérateurs d'importance vitale, de résilience des entités critiques, pouvait mettre en œuvre. Et donc, si je puis dire, le travail continue toujours parce qu'aujourd'hui, les commissaires travaillent sur ce sujet. Une commission spéciale a été désignée au Sénat avec 3 ou 4 sénateurs et présidée par M. Cadic, que nous connaissons beaucoup les uns les autres.
Et donc, le texte va pouvoir être discuté, débattu, et le cas échéant aménagé pour tenir compte de tel ou tel élément. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est, pour les entités importantes, plutôt de rappeler des règles d'hygiène et de faire en sorte qu'on se donne le temps de la mise en application, c'est-à-dire à peu près 3 ans, avant de commencer à avoir un dispositif de sanction tel qu'il est prévu dans la directive européenne. Et pour la résidence des entités critiques, ce sera la même chose. Il s'agit surtout d'amener les uns et les autres, comme au demeurant vous le faites tous les jours dans vos entreprises, à veiller à ce que le plan de continuité d'activité puisse fonctionner, en cas de pépin, que les administrations puissent être bien prévenues, que nous puissions veiller à un certain nombre d'éléments de sécurité qui pourront bien marcher. Alors, dans les coulisses de la construction des normes ou de les adapter, ces normes, au plus près des besoins, comment ça se passe? Comment est-ce que les entreprises sont concertées? Vous en avez un peu parlé. Comment vous prenez en compte les besoins et les nécessités des entreprises sur ces normes? On essaie déjà de travailler filière par filière, parce qu'évidemment les systèmes informatiques ou les systèmes de résilience varient en fonction du fait que vous êtes dans la chimie, la sidérurgie ou le matériel de cuisine. Donc dans ce domaine, on écoute et on a essayé de voir et de rencontrer les représentants des différentes filières, que ce soit la direction PSE ou la direction de l'ANSSI tous ces derniers mois. De façon à poser le principe, il y a une directive qui a été adoptée, donc il faut qu'on la mette en œuvre. Deux, voir avec les uns et les autres comment on peut la mettre en œuvre de façon intelligente, encore une fois en ne rajoutant pas des éléments. Ça veut dire que le travail interministériel est assez long pour convaincre, enfin d'ailleurs on n'arrive pas à les convaincre, enfin pour shooter les amendements plus ou moins originaux que tous les ministères et toutes les directions ont toujours voulu fourguer, qui n'ont jamais réussi, et ils se disent pourquoi pas cette fois-ci. Donc il y a un gros travail interministériel pour fourguer différents éléments ou différents textes ou amendements, et si je vous en citais quelques-uns, vous seriez horrifiés. Mais donc on arrive à peu près à faire ça. Et puis ensuite on fait de la rédaction et on fait circuler la rédaction dans différents endroits de façon que, et donc aussi vers vos instances pour qu'on puisse avoir à peu près une idée de ce que ça peut représenter. Et puis on engage le travail aussi bien sûr en interministériel. Est-ce qu'il y a des normes qu'il faut supprimer aujourd'hui selon vous ? Il y a des normes, je ne dirais pas qu'il y a des normes à supprimer, encore qu'on arrivera toujours bien à en trouver. Je dis qu'il faudrait les appliquer avec beaucoup plus de discernement et beaucoup plus de sens de la proportion. Et donc l'idée, c'est pas de dire on fera plus d'urbanisme, on fera plus d'aménagement du territoire, on fera plus ceci ou cela, parce que nos concitoyens ne le permettraient pas, le législateur ne le voterait pas, et du coup vous retombez dans ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le juge qui va devenir le gardien des élégances dans ce domaine. Donc il faut sans doute revoir les normes, indiscutablement, mais faire en sorte qu'on puisse avoir plus de mesures et de proportions. Quand on a une norme qui est imposée au motif du principe de précaution pour un risque qui risque de se produire de façon très très aléatoire et presque jamais, il faut se poser la question de savoir si, plutôt qu'une norme, on ne peut pas trouver un autre dispositif. Et en tout cas, il faudrait toujours arriver à faire un rapport qualité-prix, c'est-à-dire quelles sont les conséquences pour l'entreprise et les entreprises qui vont devoir l'appliquer, quelles sont les conséquences aussi pour les particuliers par rapport à telle norme qui va les protéger, sauf qu'elle ne les protégera pas. Et dans un certain nombre de cas, on a aussi la deuxième crainte, c'est que ces normes qui vont être mises en œuvre, eh ben, elles vont purement et simplement bloquer un nouveau progrès, une nouvelle activité, parce qu'elle peut être dangereuse. Si je cite l'intelligence artificielle, vous voyez bien les deux écoles, celle qui dit il faut l'encourager, il faut la soutenir, et puis celle qui dit il faut tout de suite la réguler parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Le chemin est sans doute au milieu. Mais en tout cas, il ne faut pas être prisonnier de ce principe de précaution qui vise à couvrir, à protéger, que ce soit le citoyen, le consommateur ou le dirigeant de l'entreprise ou le fonctionnaire, encore une fois, qui le met en œuvre. Donc dans ce domaine-là, ça me paraît effectivement important. Pour vous citer d'autres points sur les normes, ce qui est agaçant, et notamment en matière d'urbanisme, ce sont les contraintes de procédure.
Dès que vous avez envie de construire une usine, vous savez qu'il faut que vous ayez la déclaration d'utilité publique, donc vous avez une enquête préalable, donc il faut que vous ayez des gens qui vont coller des affichettes sur tous les panneaux dans un créneau de X kilomètres pour que ça puisse marcher. Alors moi, je me souviens, à une époque où j'étais préfet coordonnateur pour le TGV Ouest, j'avais discuté avec les présidents de tribunaux administratifs qui m'avaient dit « un TGV, évidemment, sur le fond, ça ne pose aucun problème. Évidemment, c'est utile pour la population. Donc on ne va jamais dire « un TGV est inutile ». En revanche, là où on s'amuse, c'est qu'on regarde si vous avez mis toutes les procédures. Donc si vous avez oublié des affiches à tel endroit, si vous avez oublié de faire des réunions publiques à tel endroit, donc on va planter. Et en fonction d'ailleurs parfois de l'animosité de l'environnement, enfin des populations environnantes sur le sujet, aucun tribunal administratif, enfin tout tribunal administratif sait qu'il se fera planter au Conseil d'État s'il explique qu'une ligne TGV ou une centrale nucléaire n'est pas utile pour l'intérêt général. Donc ce sont des recours des opposants. Le recours des opposants. Oui. C'est les recours des opposants, et donc les recours vont être sur la forme, et vraisemblablement le risque, c'est que ce soit annulé sur la forme. Ce qui revient à dire que nous sommes toujours dans un système de forme qui date des années 1970, et alors qu'aujourd'hui nous avons la numérisation de l'économie, Internet, la capacité à avoir toute une série d'informations, il faudrait sans doute revoir ce dispositif. Éviter de coller les affiches, quoi. C'est ça, c'est peut-être pas forcément... Voilà un exemple parlant, effectivement. Avant de vous passer, peut-être qu'on peut mettre un peu de lumière dans la salle pour voir peut-être certaines mains qui se lèvent déjà avant que je continue, que je monopolise. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur certaines normes qui vous, voilà, qui peut-être vous occupent au quotidien? Oui, je sens une main qui se lève par là-bas. Donc le temps de récupérer une hôtesse ou un hôte. Eh bien, sinon, je... Ah oui, bah... Est-ce que vous pouvez relever la main, oui, pour que... Merci bien. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Nicolas Tassé, ministère des Armées. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de REC, vous avez parlé de Nice. Dans le champ des normes, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, on réfléchit encore trop les enjeux cyber, tant dans le champ des normes d'ailleurs que dans le champ des réponses apportées ensuite, les enjeux cyber et les enjeux plus physiques de manière très silotée, alors que l'implication de l'un sur l'autre est permanente dans tous les enjeux de sécurité notamment. Et comment trouver un chemin qui permette de réfléchir mieux les deux de manière coordonnée dans les effets à obtenir, notamment derrière les normes visant à obtenir des effets. On verra d'ailleurs un exemple avec les Jeux Olympiques tout à l'heure dans la table ronde. Vous pensiez à ça, j'imagine, c'est un bel exemple. Ouais, bah, j'allais répondre effectivement sur les Jeux Olympiques et la table ronde, parce qu'avant les Jeux Olympiques, on a soigné notre paranoïa et donc on regardait tous les accidents susceptibles de se produire. Donc une panne satellite, une panne électrique, une panne Internet. Et on s'est rendu compte en fait que s'il n'y avait pas Internet, ou s'il n'y avait pas d'électricité, et d'ailleurs s'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas non plus Internet, mais tout s'arrêtait. Et ces Jeux Olympiques étaient fantastiques, mais ils étaient quand même très cyber. Tout fonctionnait à partir du cyber, et donc il nous a fallu réfléchir sur les deux éléments. Comment protéger l'électricité, et ça on l'a fait évidemment avec EDF, Enedis et tous ceux qui pouvaient y participer. On a travaillé aussi sur le sujet des cartes bancaires, parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'était après les petits accidents qu'il y avait eu avec Worldline, que s'il n'y avait pas de carte bancaire, rien ne se passait et vous ne pouviez plus payer grand-chose. Alors, après, vous pouviez essayer d'aller au DAB, mais à condition que le distributeur automatique soit bien branché, soit lié sur Internet, ce qui n'était pas forcément le cas, etc., etc. Et donc, on a fait le tour sur tout, y compris sur les systèmes d'approvisionnement en eau potable ou sur les systèmes de stations d'épuration des eaux,
D'ailleurs, les Russes nous avaient attaqués sur ce sujet et le dispositif que nous avions rehaussé nous a permis de fonctionner. Donc les Jeux Olympiques, pour nous, ça a été vraiment la démonstration que le physique aujourd'hui sans cyber, ou l'opérationnel sans cyber, c'est rien, mais que le cyber est d'une vulnérabilité telle qu'il faut quand même pouvoir organiser, imaginer à un moment le moyen de pouvoir s'en passer et revenir au bon vieux dispositif du cash et des moyens de communication qui, au moins un temps, nous permettront de tenir. Et cette notion de résilience par rapport à une attaque cyber, sur laquelle nous avions commencé à travailler et sur laquelle il faut évidemment que nous continuions à travailler. Alors, s'il n'y a pas de main tout de suite... Oui, s'il y a une main. Oui. Oui, bonjour monsieur, Aude Leroy, journaliste. Deuxième question de la journée. Vous dites qu'il faut y travailler, mais comment, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Avec qui vous travaillez et est-ce que vous avez déjà passé la première? Merci. Alors, on a travaillé avec EDF, Enedis, l'ensemble des acteurs en charge de l'électricité pour justement regarder comment leur système fonctionne, où sont leurs sécurités, comment ça peut fonctionner. Pour l'histoire des billets de banque, concrètement, on a eu une réunion avec le groupement de cartes bancaires, la Banque de France, les principales banques, enfin les principales donneurs de cartes de crédit concernées, notamment celui qui avait le monopole à l'intérieur, et ainsi de suite. Et sur tout ce qui concerne les systèmes d'eau, on a eu des réunions, parfois des visites sur place, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour regarder comment tout ceci pouvait se passer. On a passé des conventions aussi avec non seulement le ministère des Armées et le ministère de l'Intérieur pour venir en aide à l'ANSSI le cas échéant, mais on a aussi passé des accords avec des boîtes comme Thales, Soprastoria, etc., Orange Cyber, pour faire en sorte que si jamais on avait un pépin d'ampleur, on puisse se partager le travail et on puisse réagir concrètement sur ce sujet. Ça veut dire qu'après, en matière d'Internet, il faut des redondances au sol, il faut sans doute des redondances aussi à travers le satellite. En matière électrique, il y a tout le dispositif qui est prévu pour faire en sorte que si on a une panne, tout ne déclenche pas et qu'on puisse préserver un minimum de réseau et pouvoir faire redémarrer les centrales le plus vite possible. En matière d'eau, on a vérifié effectivement que les attaques qui avaient été faites par un groupe de cyber-hackers russes n'avaient pas ouvert les vannes de tel ou tel barrage. En fait, c'était uniquement celle d'un moulin privé. Et donc, on a vérifié aussi avec les uns et les autres que chaque dispositif avait suffisamment d'autonomie et de résilience pour pouvoir tenir le coup. Et de fait, on a eu beaucoup plus d'attaques cyber pendant les Jeux Olympiques, 10 à 12 fois plus que pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Mais nous avions également investi, et avec les acteurs, pour faire en sorte que ceci soit beaucoup plus résilient et que le firewall soit beaucoup plus élevé. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites, parfois en déni de service, mais ça, comme vous le savez, c'est pas très grave. Il y a eu beaucoup d'attaques qui ont été faites, mais qu'on a réussi à déceler à temps et qu'on a réussi à bloquer. Ça répond à votre question? Non, c'est ça. Non, mais je voulais être sûre, c'est moi qui ai... Ouais, c'est ça. Quel héritage, en fait, de ce travail ensemble. Depuis, quoi, c'est ça. Quelles sont les instances pour demain? On a une stratégie cyber, stratégie nationale cyber, qui a été adoptée par un conseil de défense il y a une quinzaine de jours et qui tire les leçons de tout cela et qui réorganise l'ensemble du dispositif, qui tire les leçons de ce que nous avons vécu, à la fois en termes de gouvernance, en matière d'investissement, en matière d'éducation du public et d'éducation des entreprises au sujet cyber, en matière de coopération internationale pour s'échanger les éléments, les données et pouvoir
pouvoir travailler ensemble en se serrant les coudes face à des attaques qui de plus en plus couvrent plusieurs États. Lorsque les systèmes informatiques américains sont attaqués, c'est très intéressant pour nous d'avoir des échanges pour savoir quel mode opératoire a été utilisé, et malheureusement on se rend compte qu'il a aussi été utilisé pour nous. Et on fait la même chose avec les Américains. Donc la stratégie nationale cyber tire les leçons de cet aspect-là, et pour les 5 prochaines années, parce qu'il faut évidemment la remettre à jour très régulièrement, repose les principes qui doivent ensuite amener un certain nombre d'investissements. Alors là, évidemment, avec le bémol de la situation budgétaire que nous connaissons et sur laquelle j'attendrai le mois de mars pour en savoir plus. Mais au-delà de cet aspect-là, il y a une planification et un certain nombre d'éléments qui sont à fournir et que nous sommes en train de préparer pour savoir que faire dans l'avenir, comment travailler, comment développer tel ou tel élément, comment fonctionner avec le quantique, comment protéger le quantique, comment protéger l'intelligence artificielle et comment faire en sorte que nous puissions nous en servir. Tout ça fait partie de cette stratégie pour la faire évoluer. Une question via l'application. La transposition en droit français de la NIS 2 semble avoir absorbé les 3 directives, NIS 2, REC et DORA. Pensez-vous que cela puisse nuire à une transmission rapide de regrouper ces 3 directives en une seule loi? Est-ce que ça peut freiner le processus? Non, l'idée c'était vraiment de faire un seul texte de loi sur les 3 plutôt que d'en faire 3. Parce qu'en plus, vous avez une commission dite des sanctions qui est prévue en cas de non-respect des normes prévues. Et donc, cette commission, elle sera partagée. Elle sera d'autant plus partagée que si une entreprise ne respecte pas sa cybersécurité, on peut craindre que son plan de continuité d'activité soit au mieux inopérant parce qu'il se basera sur quelque chose qui n'existe pas, et au pire, inexistant lui aussi. Donc c'est normal qu'il puisse y avoir un échange entre les uns et les autres. DORA a été rajouté là-dessus sur les services financiers. On vérifie très régulièrement avec ce qu'on appelle le groupe de place de Paris qu'en matière financière, que ce soit pour les banques, les compagnies d'assurance, les fournisseurs de fonds, les mesures de sécurité en matière de cyber soient parfaitement respectées. Mais compte tenu des enjeux financiers dans ce domaine, je peux vous rassurer, ils y sont très attentifs. Comment est-ce que, on fait en sorte que ces normes soient bien respectées? En matière de contrôle, quels moyens vous avez pour vérifier? Alors là, vous avez le choix entre 2 options, l'option américaine ou l'option européenne. L'option américaine, c'est on vous fait confiance, mais si jamais vous trompez, vous aurez menti, ce qui est très très mal, et donc vous allez vous en prendre plein la tronche. D'une certaine manière, c'est ce qu'on fait déjà, nous, avec les stations d'épuration, qui sont en autocontrôle, et avec différents dispositifs, y compris avec le dispositif des poids et mesures, qui ne mesure plus toujours régulièrement la quantité d'essence qui est mise dans un litre d'essence à la pompe, mais avec de temps en temps des gens qui viennent regarder et viennent contrôler ce qu'il en est. Donc ça, c'est ce dispositif-là. On a plutôt tendance à essayer de l'utiliser et de l'avancer. Dans les 2 directives, on jouera aussi sur cet aspect-là de responsabilisation des acteurs, parce qu'après tout, c'est leur intérêt. Si eux-mêmes ne se sont pas responsabilisés, ça va leur coûter très très cher. Je rappelle juste un point et un chiffre qui est important. Les dépenses de cybersécurité, c'est 10% des dépenses d'informatique dans une entreprise. Une attaque cyber, c'est 10% du chiffre d'affaires qui tombe. Donc vous voyez le rapport qualité-prix entre dépenser quelques centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros et le fait de voir 10% de votre chiffre d'affaires tomber. Et dernier chiffre là-dessus, s'agissant des PME et des ETI, 33% des PME et ETI qui ont été attaqués par cyber et notamment par rançongiciel disparaissent dans les 3 ans. Oui, donc ça suffit. Hein. C'est une approche pragmatique. Effectivement, on a intérêt à se préoccuper. Est-ce qu'il y a une toute dernière question dans la salle? Eh bien, je vais prendre la toute dernière question dans l'application. Alors, quelle est la question? Selon vous, comment l'État et les grandes entreprises peuvent-elles accompagner les PME ETI à rehausser leur politique de sûreté et donc leur résilience?
Alors, on essaie de le faire en matière cyber avec ce qu'on a appelé les CSIRT, c'est-à-dire les centres de traitement de l'alerte au niveau régional qu'on a installés dans toutes les régions et qui travaillent en liaison avec nous, sous l'autorité des présidents de conseils régionaux, avec l'ensemble des acteurs économiques et les entreprises. On a aussi mis des CSIRT sectoriels, on en a dans le secteur de la santé, on en a dans le secteur de l'aviation, etc., pour spécialiser ces éléments-là. Après, dans la stratégie que j'évoquais tout à l'heure, l'objectif, c'est bien de pouvoir essayer de descendre au plus près des concitoyens. Donc il y a les services de l'État, il y a parfois les services de gendarmerie ou les services de la DGSI qui viennent faire un petit tour, notamment lorsque l'entreprise est sensible, pour indiquer aux gens comment faire. Et puis il y a tout le travail après que les chefs d'entreprise peuvent avoir, j'allais presque dire aussi en liaison avec les chambres de commerce et d'industrie. Outil que je trouve excellent, pas assez utilisé, et sur lequel il y a un travail, et à chaque fois que j'étais en poste, je le faisais, de conviction et de pénétration au plus près du terrain, qui était tout à fait majeur. Donc on est vraiment engagé dans ce champ-là, à la fois sur le terrain, en essayant de descendre en capillarité le plus près possible des entreprises, et nous avons demandé aux préfets, notamment à travers les Colisées, de regarder chez eux quelles étaient les entreprises, y compris les PME, les ETI, ce qu'on appelle les pépites, qui étaient à surveiller et à protéger. Et de fait, on en a trouvé beaucoup. On a trouvé beaucoup, y compris des entreprises que nous ne connaissions pas, mais qui à un moment ou à un autre fournissaient qui des céramiques pour l'industrie nucléaire, en toute petite quantité, mais quand même, qui des robinets qui servaient pour vos salles de bain, mais aussi à l'intérieur avec quelques spécificités à l'intérieur de sous-marins nucléaires. Et donc ce type de boîte, nous, si on ne les voit pas, on constate assez régulièrement que nos amis compétiteurs, sans citer de nom, eux, les ont repérés et en général essaient de les racheter. Donc on a un vrai travail de proximité vis-à-vis de ces entreprises. Et j'allais dire que vous, dans les grosses entreprises, il faut aussi que vous fassiez gaffe, si je puis dire, à vos sous-traitants, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas vulnérables et que si leur système informatique est mal fichu, ils ne servent pas de backdoor pour envahir votre propre système. Donc c'est un travail commun, État, grosses entreprises, clients, collectivités locales. Un dernier message, ou peut-être dans les tuyaux en ce moment, sur quoi vous travaillez, quels sont les voilà, les prochains sujets qui vont émerger pour donner un temps d'avance? Déjà, on va essayer de sortir et de faire publier rapidement la directive REC NIS 2. Ce que nous constatons en fait, c'est qu'on a changé complètement de système économico-politique. On parle souvent de la guerre et effectivement, il faut qu'on se prépare à la guerre physique, matérielle qui peut arriver. Mais en amont, il y a ce qu'on appelle la guerre hybride. Ça va être l'espionnage, la directrice de la DGSI va vous en parler, ça peut être la captation de patrimoine scientifique et technique, ça peut être encore une fois la désinformation. Tout ça qui vise à gagner la guerre sans avoir eu besoin de combattre. Et c'est de plus en plus un facteur clé de domination sur l'ensemble de notre planète. Donc soit nous arrivons à prendre en compte au niveau de l'État, de l'ensemble des acteurs publics et avec vous, acteurs privés, la dimension de ceci, y compris avec la nécessité pour nous tous d'intégrer dans l'idée que les grands principes, grandes orientations sur la mondialisation et le commerce qui permet à tout le monde de garder la paix parce que chacun y gagne du business, ça c'est terminé. Et donc, il faut qu'on accepte de jouer sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on accepte aussi de temps en temps d'avoir des investissements qui ne soient pas rentables. Faire de la cybersécurité, effectivement, ça ne se voit pas. Et dans les hôpitaux, ce n'était pas très productif pour le conseil d'administration. Mais c'est la même chose pour toute une série d'autres thèmes, comme par exemple les stocks stratégiques. Certains d'entre vous en ont, pas tous, et on s'est quand même bien rendu compte pendant la crise du Covid et au début de la guerre en Ukraine que des stocks stratégiques étaient quand même assez utiles.
Même chose pour le partage des réserves, des personnels que vous avez dans vos entreprises, qui peuvent parfois être aussi anciens gendarmes, anciens policiers, anciens militaires. En plus, avec un diplôme d'infirmier, on les met où? On les laisse dans votre entreprise, on les envoie sur le front, on les envoie dans un hôpital. Et donc ça fait partie des sujets sur lesquels il faut que nous arrivions à réfléchir. Évidemment, ça a des coûts. Ça a des dépenses parce que lorsque vous mettez en place des stocks, ce sont des immobilisations, donc évidemment, c'est pas très bon pour vos ratios. Mais peut-être faut-il réfléchir d'ailleurs, y compris dans le droit de la comptabilité publique, sur la nécessité de prendre en compte ce type de stock stratégique pour ne pas pénaliser une entreprise qui se protège et qui assure le nécessaire sur ce sujet. Et donc là, on a vraiment tout un travail de conviction et de partage avec le Parlement et avec l'ensemble des instances financières qui, elles, en revanche, sont encore trop souvent branchés sur le risque réputationnel et le fait de pouvoir faire du business n'importe où sur la planète. Et ça, c'est plus possible. Merci beaucoup. On va terminer sur le « ça, c'est plus possible », ça me semble. Vous avez compris. Merci beaucoup. Merci Stéphane Bouillon.